Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit sur l'actualité de la semaine au niveau de la région, du Québec, du Canada et même de l'international. Et avec moi, comme chaque semaine, une personne de qualité, mais je dirais même plus, cette personne est le synonyme de qualité. Je voudrais présenter Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Passez une belle semaine? Oui, et on va avoir, je suppose, un printemps cette Le semaine. printemps s'en vient, ça se sent. Et puis, Oui, en oui. fin de semaine, moi, je Ça trouve sent au niveau de la date. Ben, pas rien que ça. Ah ouais? Je trouve, là, il fait moins froid, on sent, c'est plus humide. Ça va venir. Ça arrive avec le Ça printemps. va venir. On va en avoir un. On va en avoir un. Nous autres, on a commencé nos semis dans la maison, il y en a partout, on capote. On aime ça, le printemps, c'est beau, l'arrivée de l'été, j'ai hâte de faire mon jardin. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. Puis après ça va être l'automne. Puis on va Puis à repartir. l'automne, au mois d'octobre, il paraît que tu seras peut-être pas ici tout à fait. Tant qu'on verra. On va avoir le temps d'en reparler. On fera une émission spéciale rendue là. On va commencer d'ailleurs en parlant d'une nouvelle importante pour le secteur de Beaume-Cessny parce que c'est un de ses enfants chéris, Jimmy Doucette, qui, qui, après 20 ans avec son entreprise, a fait son petit bonhomme de chemin avec la route des Mille et une Histoires, la route des légendes, tous ses projets, Théâtre d'été à Vauvert, sa compagnie à Québec, s'est fait proposer de reprendre la mise en scène de la fabuleuse histoire d'un royaume après 32 ans. Ouais. C'est Louis Vautier qui s'occupait de ça, qui a fait un travail magistral, qui passe le flambeau, s'en va à la retraite. Puis je trouve ça bien ce qu'ils ont fait de dire on va faire une année de transition, les deux ensemble, pour que Louis Vautier puisse transmettre l'âme, en fait, de la fabuleuse à Jimmy. Oui. Ça a l'air que le clic a été automatique entre les deux hommes et puis que ça s'est bien passé. Jimmy, on sait, a travaillé beaucoup avec les bénévoles, a fait beaucoup de spectacles touristiques donc pour un grand public, à saveur historique. Exact. Donc, c'est un projet pour lui, ça. Oui, exact. Hein? On dirait que c'est de même que ça devait se faire. Et c'est un fils de la région qui poursuit aussi sur cette histoire régionale. Et non, c'est... en fait, ça réveille sur tout le monde, le fait que... je pense que des gars et des femmes d'ici qui réussissent effectivement non seulement à percer dans le milieu dans lequel ils excellent, mais dont on reconnaît effectivement l'apport, parce qu'il y a un apport important sur non seulement l'identité des gens de la région, mais sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine des arts. On le sait, on est assez bien reconnu. Et ça nous maintient, cette chose-là. C'est chapeau pour lui. Oui, puis il a toujours été très fier de son coin de pays. Il l'a toujours mis en valeur. Bon, on sait qu'il est arrivé de fâcheuses situations. Je pense que ces gens-là, aujourd'hui, ils doivent s'en mordre les doigts. On parle bien sûr de la fin de la route des Mille et une Histoires qui s'est faite un peu de façon tumultueuse. Mais au-delà de ça, Jimmy n'a jamais fait sentir personne mal. Il a toujours bien vécu avec ça. Il a continué à attirer des gens partout. Dans la région, à Québec, là, ça grossit ses affaires. Puis là, la fabuleuse histoire d'un royaume, on peut en être fier. Bravo à Jimmy Doucette. Et il y a un aspect, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait une entrevue avec lui. Il avait été reconnu même au niveau du ministère des Affaires culturelles. Il avait été reconnu comme ce qu'il fait comme travail. Entre autres, à Saint-Eugène-de-l'Argentine, où ce sont des gens dans une petite localité qui ont décidé de faire du théâtre d'été, mais un théâtre d'été à saveur et comique et aussi historique. Et ça avait été reconnu comme expérience et il avait été invité à en discuter. Ça représente une forme d'innovation qui fait fort probablement que nous allons aussi retrouver maintenant dans la fabuleuse. Je ne te dis pas que Vautier ne faisait pas de choses intéressantes, mais il va amener son grain de sel à l'évidence. Il va peut-être sortir de son paradigme. Je Exact. trouve que tu as raison, c'est un gars qui a innové. Il faut rappeler là, que dans une petite municipalité, il y a combien d'habitants à Saint-Eugène-d'Argentine? Ils sont à 4 à 500, oui. 4 à 500, mais écoute, par été, il va jusqu'à 2000 personnes pour aller voir un spectacle hors de la route touristique. Là. En plus, on parle d'innovation. Caravane en panne, aussi un concept extraordinaire qui a été repris à Québec. Il y a 2 caravanes qui roulent à Québec, une ici. La maison coupée en 2, écoute, quand on est arrivé avec cette idée-là, je dis « parce que je faisais partie de son équipe à l'époque, écoute, on faisait rire de nous autres, là.
Et puis aujourd'hui, c'est une institution. Exact. Ça représente un attrait très important au niveau touristique régional. On peut en être fier. Et ça me rappelle des souvenirs d'école secondaire quand j'étais avec Jimmy, puis il y a des profs qui disaient « Faut rien dans la vie, toi! » J'espère qu'eux aussi sont aujourd'hui, se rappellent, en tout cas. Non, façon d'une autre, habituellement, on dit on n'est pas prophète dans notre pays, mais il demeure quand même que chez nous, il nous a fait montrer. J'ai toujours en tête le spectacle dans lequel tu jouais aussi, qui était Les Pêcheurs. Les rois pêcheurs. Moi, les rois, honnêtement, je pense avoir ri, ça dure à peu près 1h30, 2 heures, le spectacle. J'ai ri 2 heures. Tu veux que je te dise? Je me souviens pas des répliques, sauf Anta. Oui, ah non, mais écoute, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça, puis ça a été repris souvent. Donc, peut-être un jour, on remontera cette pièce-là pour le plaisir des gens du coin. Oui. Restant à Dolbeau-Mistassini, on sait qu'il y a quelques années, on parlait d'un projet de réaménagement du centre-ville de Dolbeau-Mistassini avec certaines phases. Il me semble que ce ne soit pas mort, cette idée-là, parce qu'on veut continuer à aller là-dedans, mais peut-être pas de faire un grand coup d'éclat en disant, bon, cette année, on va tout revamper, mais au contraire, y aller petit par petit. Est-ce que je me trompe? Oui, bien, en fait, c'est l'idée, justement, réaliser une entrevue avec la nouvelle intervenante au niveau du développement économique à Dolbeau-Mistassini qui nous en parlait justement de cette chose-là, où on se retrouve à se dire, on va y aller plus étape par étape, parce que ça prend quand même de l'argent pour pouvoir réaliser cela. Et c'est pas juste les taxes municipales, malheureusement, qui peuvent subvenir à ce besoin-là. Ça prend et des investissements publics qui originent des gouvernements supérieurs, et aussi un apport au niveau des hommes et des femmes d'affaires du milieu qui sont dans ce coin-là et qui vont aussi en bénéficier naturellement avec un achalandage plus grand. Alors ça c'est encore en ligne de compte. Ouais. Puis quand on parle du centre-ville de Dolbeau-Mistassini, on parle du secteur du boulevard Waldberg. Actuellement, entre pas la 6 et la 7, là, mais entre le Rio et le centre d'achat. C'est ça, oui, OK. On parle de tout ce coin-là, effectivement. Ça va jusqu'à la 7e avenue, où est-ce qu'on veut faire plus d'avantages d'air piétonnière, que l'on dit, ou enfin d'enlever le terre-plein, entre autres, qu'il y a dans le milieu, pour pouvoir permettre d'avoir un peu plus un secteur où on peut se promener, marcher, on pourrait et mettre... toutes ces choses-là. Il y a aussi, ce n'est pas de leur couvrir. Non, ça aurait pu. Je ne l'avais pas vu venir, mais... Non, mais ça aurait pu. C'était un moment donné, il y avait un projet d'agrandir les promenades pour pouvoir s'en venir. Non, mais je repense à tout le débat que ça avait fait. Non, mais ça fait partie Et il y a quand même, je pense, au niveau du secteur du centre-ville, du secteur Mistassini, il y avait aussi des projets qui avaient été avancés pour améliorer et faciliter aussi ce développement-là. Donc, parce qu'on le veuille ou non, 2 centres-villes. Il me semble que le deuxième, il y avait aussi un projet qui se relayait pour le secteur de Mistassini. On a parlé dernièrement de celui à Dolbeau plus particulièrement, mais il y avait les 2 secteurs demandent à être... pas revampé en soi, mais remis non seulement au goût... Réfléchi à nouveau. Exactement, pour qu'on puisse être en mesure d'avoir des aires commerciales qui sont... Parce qu'on le voit que ça fonctionne. On pense au Festival des bières, on pense à la cabane à sucre urbaine, où là, on investit la rue. Ça marche, on pourrait peut-être développer ça mieux. Tu as aussi le Festival du Bleuet, qu'on le veuille ou non, à Mistassini. Oui, clairement. Moi, je sais, je prends l'exemple de la ville de Copenhague où je suis allé, où tout le centre-ville est piétonnier et c'est extraordinaire, en fait, là, de pouvoir se promener, de marcher. On peut vraiment mettre plus de commerce. En tout cas, il y a un facteur humain qui est vraiment génial. Oui, c'est ça. Puis ça fait partie des tendances aussi, là, où on se doit de répondre si on veut améliorer notre offre commerciale. Oui, super. On a appris que le gouvernement faisait une étude pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la friche en hiver.
parce que elle a fermé beaucoup cet hiver. Il y en a qui disent parce que les bancs de neige sont trop hauts. Comment on peut atténuer l'effet du vent? Parce que c'est un secteur qui est extrêmement dangereux. Quand il fait froid, ça devient complètement glacé. Beaucoup d'accidents, souvent fermés à cause de la visibilité. Est-ce que c'est un secteur... Je ne sais pas, toi, si tu prends souvent la friche, mais c'est quoi les solutions qu'on devrait apporter selon toi? À part la fermer l'hiver? Non, on a parlé qu'il y a eu une forme de déforestation qui a été naturellement dans le coin de l'aéroport, là, qu'on le veuille ou non, il va y avoir une déforestation. Là. Oui, mais on aurait pu laisser une lisière d'herbe sur le bord du chemin, là, ça dépend. Là, je sais qu'il y avait eu des études à un moment donné qui disaient que à cause de la levée des avions, il faut que tu prévois qu'il y a assez de Boeing qui ne prévoient pas assez. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu prévois qu'il peut y avoir des écrasements. Donc, d'où le pourquoi du comment. Certaines plantes ne sont pas assez élevées peut-être pour l'arrêter. Il y a ça qui entre en ligne de compte et fort probablement, on le sait, il y a eu à un moment donné un Chablis, il y a 2 ans, je ne sais pas si tu te souviens, où est-ce que des arbres, effectivement, étaient tombés littéralement sur la route. Et donc, on a encore coupé. Et naturellement, plus tu coupes de ces arbres-là, plus l'écran est moins là. Tu as bien beau mettre des clôtures à neige, comme on dit, mais c'est pas suffisant. Ben, le problème, c'est que là, les bancs de neige, ils mesurent 14 mètres. Ça devient très, très haut et tu ne vois plus le paysage, c'est le cas de le dire. Et bien, à la minute où il y a un vent quelconque, ça déménage. Je ne sais pas jusqu'à quel point, fort probablement que ça va passer par à replanter des arbres, fort probablement. Dans le secteur de l'aéroport, on doit certainement avoir des mesures qui doivent se faire. Mais tant et aussi longtemps qu'on va avoir de la neige et on va avoir du vent, il peut y avoir des accumulations, effectivement, qui se ramassent là, à un quelconque endroit, si ce n'est pas sur la route. Donc, parce qu'effectivement, tu ne peux plus circuler là, quand tu ne vois rien. Non, c'est dangereux. Là. Ah non, tu ne le fais pas. On parle souvent du secteur là, du triangle Saint-Bruno. Oui, c'est ça. La friche, c'est exactement le même C'est le même phénomène. Le vent a de la place à se prendre, comme on dit, et ça fait en sorte que ça se déménage. Bon, c'est bien que... Au moins, on prenne ça au sérieux, mais oui. On s'y attarde pour voir s'il n'y aurait pas des éléments de solution pour atténuer ces effets. C'est mieux que les gens qui disaient « Bon, il faut fermer le petit parc », ça, c'est pas vraiment une solution. Non, on n'en est pas là. Non, j'espère. Je ne passerais pas. Oui, c'est ça. Je veux dire, on peut se l'amener à blague, là, mais non. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de transports, entre autres, entre Debout-Cessny et Saint-Félicien. Il y a des gens qui travaillent à l'autre, on est à côté. Là. Exact. Et puis, je me souviens quand on a changé le nom de la 373, qui avant ça était de Dolbeau-Mistassini jusqu'à Saint-Méthode, en passant par Normandin. On voulait avoir une route à caractère régional. On a dit, écoute, le 169, il faudrait qu'elle passe demain. Et la 373 est devenue la route de la Friche. Et on a changé tout simplement, inversé les noms. Et je sais qu'il y avait eu une condition sine qua non, parce que j'étais attaché politique dans ce temps-là. Et les gens avaient dit, écoutez, là, même si on devient la 373, il n'est pas question que l'on abaisse le niveau d'entretien parce que nous sommes une route collectrice et non pas une route régionale. Ouais. Alors, et ça, il avait été entendu par le ministère qu'on maintenait la même qualité au niveau de l'entretien. Maintenant, ça n'empêche pas que le vent fasse en sorte tu passes plus. C'est ça, comment l'atténuer, on ne va pas l'empêcher. On a vu les redevances sur les mini-centrales. On parlait de ce projet-là dans les dernières années. Là, on voit le bénéfice, donc l'argent qui revient sur des projets. On parle de 5,5 millions des redevances qui sont réinvesties dans des projets dans le secteur. En soi, c'est une bonne nouvelle. Comment c'est attribué cet argent-là? C'est qui décide? Il y a différents fonds qui sont donnés au niveau de c'est géré par la MRC, et il y a différents fonds qui ont été mis de l'avant. Dépendamment du type de projet. Ça peut être des fonds de ruralité pour les municipalités rurales,
plus particulièrement. Ça peut être des fonds pour le développement économique. Il y a beaucoup d'argent qui vont là-dedans. Et c'est pour... ou encore des projets municipaux d'investissement. Garde, des projets comme la construction de la salle de spectacle. Dans le temps, ça n'existait pas, ça. Ouais. Mais il y a eu un apport de par ces fonds-là qui peuvent être amenés pour favoriser justement des projets d'infrastructure majeurs. Peut-être que celui-là de l'Aquagym Adelbo-Mistassini peut peut-être en bénéficier parce que ça devient une infrastructure pas juste locale, mais supralocale, comme on dit. Alors, ça permet d'avoir des fonds qui originent de ces contributions qui viennent des mini-centrales. Bon, en tout cas, on est en train de donner raison à ceux qui voulaient que ça s'installe, parce que oui, c'est quand même de la belle argent, là. Oui, c'est ça. Puis, en fait, ce que ça permet d'avoir, c'est que c'est une forme de redevance. OK? On dit souvent de fois, il y a eu des consultations qui ont été faites beaucoup sur « Ah, bien clair, on est dans un coin où on a des ressources naturelles en grand nombre. On les prend, on les coupe ou on les exploite, puis on les envoie à Montréal. Le milieu qui vit ici, il en profitait dans le sens où il y avait des jobs qui se créaient, mais il n'y avait pas de retombées directes qui originaient. Or, ça permet de faire en sorte que, oui, tu as une ressource naturelle qui est l'eau, que nous avons en grand nombre, qui nous permet de faire une source d'énergie dite propre, soit de l'électricité. Et on sait que c'est qui achète l'électricité, c'est juste Hydro-Québec au Québec. Or, ça nous permet de pouvoir avoir des retombées, oui, lors de la construction, parce qu'il y a eu quand même, c'est un projet d'une 50aine de millions aussi. Oui, c'est ça, mais ça reste dans le momentané. C'est ça, et après, bon, ça te permet d'avoir des retombées annuelles là, qui te permettent justement d'investir dans ton milieu. La Banque Laurentienne ferme sa succursale à Dolbeau-Mistassini. Oui, j'ai vu ça. Ben oui. On est. C'est ça, on dirait que depuis que. Est-ce qu'ils vont laisser leur guichet automatique ou on ferme tout juste la. Je ne sais pas, là. Je n'ai pas le détail de la nouvelle. Mais c'est symptomatique du temps, là, dans le sens où on a vu beaucoup, entre autres, Desjardins fermer des succursales. Oui, il y a cet élément-là. Il y a aussi l'élément que, tu sais, c'est les anciennes sociétés d'entraide, hein? La Banque Laurentienne qui avait été créée ici dans la région. On avait perdu le siège social à un moment donné qui était rendu à Montréal et on a fermé l'ensemble des caisses d'économie qui avaient été créées par M. Gagnon d'Alma. Et lorsqu'on a racheté ces actions-là par la Banque Laurentienne, on ne peut pas dire que la Banque Laurentienne est devenue quand même une sixième banque au Québec et au Canada, une institution bancaire, donc, avec des actionnaires et non pas des sociétaires, comme les caisses pop. Et on ne peut pas dire... En fait, j'étais membre au début et là, je ne suis plus. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu... Bon, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un gros engouement, OK, par rapport au niveau de la Banque Laurentienne. Donc, les services étaient présents, les services ont toujours été disponibles pour la population et les anciens membres des caisses d'entraide, la CA, Caisse d'entraide économique, et ça l'a permis d'assurer une forme de... La Banque Laurentienne se voulait aussi être un petit peu plus régionale ou régionaliste dans on sent qu'on prend les mêmes tendances que toutes les institutions. C'est ça. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est des décisions d'affaires. Maintenant, ils analysent des chiffres et ils font passer on a eu 19 de profit cette année, ça nous en prend 20, donc on va couper dans le bout. Bon, OK. Il y a un projet de gaz naturel pour desservir l'ensemble du territoire. Il y a une étude qui est faite là-dessus, qui a été financée par l'ancien gouvernement à 2,2 millions. Oui. Est-ce que c'est un projet important? Là, je veux que tu comprennes où je m'en vais. Dans le sens, je suis conscient que c'est un projet important qui peut aider l'entreprise, etc. Il n'est pas trop tard. On n'est pas rendu ailleurs, nous, avec l'énergie, plutôt que de continuer à investir dans les hydrocarbures. En fait, pour avoir assisté à la conférence qui a été donnée sur le sujet, pourquoi est-ce que le gaz naturel s'en vient et qu'est-ce qu'il veut remplacer? Il veut remplacer le mazout.
OK, Ouais. qui actuellement est utilisé Qui en soit est encore. une bonne affaire. C'est vraiment l'idée première, c'est-à-dire qu'ils veulent aller chercher le marché où qui sont actuellement produits, chauffés ou énergisés par le mazout. Et c'est ce qu'on veut aller chercher. Alors, ça devrait coûter quand même plusieurs millions de dollars. Ouais. On sait que le projet de gaz naturel, au début des années 2000, s'est rendu jusqu'à Saint-Félicien. OK? Ouais. On avait et Alma. Vous vous rappelez que on Richard avait Hébert en tout. avait fait une promesse électorale lors de son élection comme maire de Louis-Mississippi. Oui, oui, Ouais. oui. Dans l'arrivée, faire en sorte qu'on puisse avoir le dossier du gaz naturel, là, ça date Oui, de plusieurs années. Ouais. On a voulu le relancer et à partir de Saint-Félicien, on ne peut pas. À cause de la Chouac-Mouchouane. Non. Parce que le tuyau qui est rendu à Saint-Félicien est trop petit. On a Charles Gros aussi. Oui, non. Il faudrait que tu le grossisses à partir d'un gros. Or, quand il est rendu à Saint-Félicien, il est rendu, disons, 1,5 pouce ou 2 pouces. Il est trop petit pour alimenter un autre secteur en OK. particulier. Il faudrait que tu ailles, si tu veux le grossir, mais tu ne peux pas nécessairement le grossir. Ben, il faudrait que tu remontes, Donc, la place où il faut que tu le grossisses, c'est à partir de Jonquière. Et à partir de Jonquière, là, on a tout un secteur du lac Saint-Jean qui n'est pas couvert. Toute la Hein? Tout le nord n'est pas couvert par le gaz naturel. Le gaz naturel est, avec l'électricité, une source d'énergie, donc plus verte, même s'il reste encore un peu moins de vert avec le gaz, mais plus verte que le mazout. Alors, ce que l'on veut, c'est... un droit de veto sur ta phrase. Ben, en fait, c'est ce qu'on nous explique. Ben, c'est plus écologique que, mettons, le mazout. Le mazout, Le mais mazout. on est loin dans l'exploitation. De l'électricité. Écoute, maintenant, surtout quand on fait de la fracture hydraulique pour le faire sortir de la terre, c'est hyper Oui, polluant. mais lui, ça, je suis d'accord avec toi, là, mais le gaz naturel qui est acheté par la compagnie Énergie n'est pas celui En tout cas, non, du mais fonctionnement, mais indépendamment de ça, je Ouais. comprends ce que tu dis. Actuellement, c'est une source d'énergie, donc moins polluante que le mazout. Alors, c'est vraiment, véritablement, ça s'inscrit dans les politiques aussi gouvernementales d'essayer de se sortir de la dépendance au mazout et au pétrole. OK? Ça fait partie de ça. Parce que ma réflexion, moi, c'est comme quand on me dit mange plus de légumes puis que tu manges des patates frites. Là. Ouais. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a plein d'autres solutions qui existent, la géothermie, le solaire. Pourquoi on ne réfléchit pas à ça? Oui, On parce réfléchit que pas à là, ça? tu as une question de coût, là. Oui, mais il y a une question de coût pour ça aussi, puis il y a un impact environnemental. Il faut que l'impact environnemental soit calculé dans tous les projets qui vont y arriver ici. Là, on va faire ça pour combien de temps? Ça va durer 25, 30 ans, puis là, après ça, on va repasser à d'autres choses. Pourquoi pas tout de suite s'en aller vers une énergie qui va être là pour longtemps, puis qui va être durable et qui va respecter l'environnement? Bien là, tu as actuellement l'électricité. L'hydroélectricité, OK? Attends, l'électricité coûte plus cher que le mazout. Alors, tu sais, tu as un élément qui entre en ligne de compte, qui est celle-là. Tu es obligé d'en tenir compte aussi dans l'exploitation, puisque ça te permet d'avoir. Si on a, entre autres, la question du gaz naturel qui s'en vient dans le secteur d'ici, ce que ça va te permettre de faire, c'est que tes entreprises, comme Résolu, vont être davantage concurrentielles avec l'utilisation de l'énergie du gaz naturel et de l'électricité, Pourquoi? parce que les deux, ils ne veulent pas y aller. Ce qu'on nous a expliqué aussi, c'est que Énergir ne vise pas à aller chercher les entreprises qui sont alimentées par l'électricité. Ils veulent véritablement regarder celles qui sont... la clientèle qu'ils visent, c'est véritablement celle qui est au niveau du Et marché. pourquoi eux, ce qui est une entreprise privée, on est d'accord? Oui, avec beaucoup de subsides Oui, c'est ça. Mais pourquoi eux, ils ne la développent pas? Pourquoi c'est encore aux citoyens de payer pour qu'une entreprise puisse s'enrichir au nom de pseudo-morale? Parce qu'il y avait vraiment de morale, les entreprises, ils se tourneraient vers des énergies renouvelables. Et au contraire, là, le solaire, ça a été démontré, au coût à acheter les panneaux solaires aujourd'hui, ça coûte presque plus rien. Et je t'amènerais parce qu'on nous expliquait qu'on est capable de produire aussi du gaz naturel par les résidus forestiers. Ah, là, on parle. Là, je suis d'accord. Ah, Mais le projet qui est sur la table est aussi, tient compte de cet élément-là, c'est qu'on retrouve que les résidus forestiers est une source donc d'approvisionnement pour
énergie. Et c'est un peu dans ce Ça sens-là que serait l'on génial, veut. parce que là, on arrive à quelque chose de cyclique. C'est ça, On prend que des l'on veut. déchets. Si on C'est veut qu'on ça. considère des déchets, on la forêt, puis on crée de l'énergie avec. C'est ça. Ça fait Là, j'embarque. partie du OK. projet. Là, parce que le projet, c'est véritable. Alors, dans ce sens-là, oui, il existe un programme gouvernemental qui fait en sorte que tu puisses bénéficier d'une aide financière pour installer des conduites de gaz naturel, donc dans certaines régions du Québec. Saint-Félicien, quand ça a été le temps de faire le prolongement jusqu'à Saint-Félicien, le gouvernement du Québec a participé à une hauteur assez élevée sur le projet. Ouais, je comprends, mais c'est dans ce sens-là mais moi, que je pense que les gouvernements, aujourd'hui, se doivent d'être gardiens de la morale collective et de dire, nous, on n'investit pas d'argent dans un projet qui n'est pas éco-responsable. On est rendu là, là. Mais c'est parce que tu pars du principe, à cause que ça s'appelle gaz naturel, que ce n'est pas éco-responsable. Ben, si C'est il est pas fait tout par à fait. facture Il est hydraulique, fait. ce n'est pas. Ben Si alors, c'est fait ben, avec de la biomasse, il OK. l'achète actuellement, le gaz naturel, il l'achète, il est produit dans l'Ouest canadien. Ben, c'est pas ça. Oui, mais c'est pas du gaz de schiste, c'est un gaz naturel qu'il rachète là, OK, puis qui est distribué sur l'ensemble du territoire québécois. Par contre, combien tu penses que ça peut coûter là, le gaz naturel pour venir jusqu'ici, à partir de Jonquière? On parle d'un investissement de 150 millions de dollars. OK? Et puis là, tu n'as pas mis encore une goutte de gaz. Ben, on peut même pas du gaz, là, une goutte, là, mais un litre quelconque dans le tuyau. Ça, c'est 150 millions de dollars. Oui, on n'en aurait jamais s'il n'existait pas de programme gouvernemental pour le favoriser. Ces compagnies-là font de l'argent, ils ont des actionnaires qui font beaucoup d'argent, ils ont des revenus énormes à chaque année. Oui, mais ce que je ne veux pas... Non, mais là, je ne veux pas défendre... Je veux pas défendre le capitalisme en t'emmenant ça. Ce que je veux essayer de voir, c'est... Oui, on ne pourrait pas avoir une source d'énergie moins polluante que le mazout. On en a déjà une avec l'électricité. Et si l'électricité n'est pas installée à l'intérieur d'une entreprise, c'est parce que le mazout coûte moins cher. Donc, tu sais, je veux dire, une entreprise se construit toujours en disant qu'est-ce qui me coûte le moins cher pour être en mesure de pouvoir faire suffisamment de profit pour me développer. Ah non, il y a maintenant une nouvelle manière de faire de la business. On le voit beaucoup dans Silicon Valley, à plein partout, où au contraire, on va investir et on va dépenser notre argent et le but ne sera plus le profit. Il reste qu'il faut qu'il fasse de l'argent. Mais il y a des nouvelles manières de faire les choses et je pense qu'aujourd'hui, le facteur environnemental doit être au niveau numéro 1 de tout développement. Et là, il y a une autre affaire qui m'énerve avec ça, c'est que là, on parle d'investissement de 150 millions du coût de nos gouvernements, de nos taxes et impôts pour développer l'économie. Mais on a de la misère à investir 2 millions dans la culture, qui est très, très rentable au niveau économique. Puis là, quand on parle d'investissement dans le milieu de culture, on ne parle pas d'investissement, on parle de subvention quand c'est la même chose. C'est des gens qui soumettent des projets pour avoir de l'argent public. Je trouve que c'est toujours deux poids, deux mesures avec ces compagnies-là. C'est ça, c'est mon côté socialiste. Oui, par contre, je pense qu'il faut tenir compte que ce type d'investissement-là, si tu demandes à élargir l'investir le 150 millions seul, OK, tu en auras un mètre de gaz naturel dans le coin. OK. Je suis capable de vivre avec ça. Oui. Donc, on va continuer à se faire polluer par le mazout. Et on va essayer de vendre notre électricité. Tranquillement, c'est ça. Il faut y aller comme ça, même si ça coûte plus cher. C'est la planète qui en dépend. Mais je veux dire, il reste que quand même, tu as tout un secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, actuellement, n'entre pas dans la compétitivité en raison du fait qu'il y a une source d'énergie manquante dans le milieu. OK? Mais ça dans la compétitivité. Non, ces gens-là continuent à faire de l'argent. Ils l'ont avec le métro. Ils l'ont avec le pétrole. En tout cas, on ne sera pas d'accord aujourd'hui là-dessus. Hein? OK. Ce que je dis, mais tu ne vas pas jusqu'à dire que le réseau gazier est pas nécessaire dans le milieu. Tu ne vas pas jusqu'à dire ça. Bien, il faudrait, à un moment donné, qu'on arrive à ça. Là. Oui, mais au départ... Mais ça va prendre la volonté politique et la volonté des gens de changer leur mode de vie, de sortir de leur paradigme. Utiliser les résidus
forestiers actuellement pour produire du gaz naturel. Ça, c'est génial. Bien, mais ça fait partie, c'est le projet. Ça fait partie, mais ça fait partie à quel niveau? Je veux dire, Si tu es capable d'aller chercher la majorité... 40 de l'approvisionnement pour desservir le milieu ça par reste ça. à prouver, 40 c'est 100 Ben là, que ça devrait être. Le gaz naturel... C'est pour ça qu'ils ont payé 2 millions de dollars. 2 millions pour une étude en plus. Bon. En tout cas, c'est pas moi qui gère l'argent public. Dernière nouvelle avant la pause, vu qu'on parle rapidement, le hockey mineur, de hockey, parce qu'en ce moment, c'est les séries dans le hockey mineur. Et le regroupement du hockey mineur de Saguenay est obligé de sortir dans les médias un peu pour rappeler aux parents que c'est un jeu. Puis quand tu n'es pas dans le double lettre, là, c'est de la participation et les gens doivent s'amuser. Et là, il y a de plus en plus de cas de parents, de coachs. Et là, c'est 90% des problématiques, là, c'est des adultes. Là, c'est des problèmes d'adultes pour des enfants qui s'amusent en jouant au hockey. Faut le rappeler, le civisme, pour rappeler. Je veux dire, c'est un jeu, puis que c'est pas vrai, là. T'as pas d'argent, il n'y a pas de vie en jeu. C'est le plaisir de jouer. Et je trouve que ce côté... La compétition, elle est là. Le but du hockey, c'est de compter plus de buts que l'autre. Okay? Oui. Mais il reste qu'il faut que ça se fasse dans le plaisir. Là. Oui, c'est drôle, hein? Fut un temps où j'avais un jeune qui jouait au hockey. Et le débat que tu discutes là, puis moi, il n'a jamais été dans les double lettres, mon garçon. Ouais. Il a toujours joué dans le simple lettre. Et on a toujours eu ce débat-là, OK? Où, ouais, t'es dans la période des finales. Hey, comment ça se fait que t'as pas fait jouer mon Flo, là? Ben, là, on essayait. Pourri. Ouais, tu sais, ce genre de commentaires-là, ça a toujours été là-dessus. Je pense qu'il faut rappeler, exact. Puis il faut rappeler qu'effectivement, le hockey, c'est un sport, oui, et dans un sport, c'est toujours agréable de gagner lorsque tu es en compétition, mais c'est aussi un sport où tu permets à des jeunes, en jouant, d'aller se chercher une activité physique qui permette de le faire. Ça, c'est l'objectif peut-être maîtresse d'équipe, que l'on se devrait, de voir qu'est-ce qu'il y a en tête avec ça. Et oui, tu as toujours un ou un autre qui est peut-être plus compétitif et qui crie après et les arbitres et les coachs et qui engueule les coachs et les arbitres. On va toujours en avoir, mais il faut rappeler qu'effectivement, c'est fait pour jouer. Le hockey, c'est aussi ça, cet élément-là. Et par le jeu, il y a des apprentissages de comportement en société qui doivent être mis de l'avant. Et c'est pas justement de dire « il faudrait que tu écrases l'autre pour être capable de gagner ». Ça ne fait pas partie de l'objectif. Je pense qu'il faut donner l'exemple, il faut que les parents, en tout cas... C'est absurde. Puis là, on va mettre des mesures pour dire, là, après 2 avertissements, mais tu n'as plus le droit de rentrer dans l'aréna. En venir là, c'est l'enfer. Je veux dire, moi, ça puis encore là, c'est des solutions qui ont été, qui sont avancées depuis tout le temps. Il y en a qui n'allaient pas jusque-là. Là, on dit, bon, ben, on va l'essayer, coudonc, hein? On pense que ça va être la solution. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une question d'éducation populaire. Où est-ce que, quand tu inscris ton jeune au hockey mineur, OK, tu te dois de l'inscrire pour qu'il puisse jouer au hockey et pas nécessairement gagner tous les matchs qu'il fait au hockey. Et tant et aussi longtemps que tu penseras, toi, que quand tu joues au hockey, il faut que tu gagnes, bien, tu vas avoir des excès comme on a là, OK? Et ces excès-là ne sont pas intéressants. Et il y a quand même, au sein des équipes, parce que quand tu es au hockey mineur, les parents suivent, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est correct, c'est normal. Et c'est non seulement normal, c'est nécessaire. Et comme ils sont à le suivre, il y a une éducation qui devrait peut-être aussi se faire au niveau de c'est quoi du hockey mineur quand tu l'inscris, ton jeune, à ça. Ben oui, puis en tout cas ça devient un peu problématique. C'est triste pour les jeunes. Là-dessus, on prend une pause, on revient tout de suite après avec nos chicanes de salon. L'avenir cherche du monde comme toi.
Trouve ta place à emploidavenir.gouv.qc.ca. Les opioïdes du marché noir, ou ceux consommés sans ordonnance, tuent des gens comme lui. Et il tue aussi des gens comme lui. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Hey, on est de retour et puis on va continuer avec des nouvelles. On va s'en aller au niveau national. Hein, on va parler parce que hier, c'était le dépôt du budget du gouvernement Trudeau. Donc, dernier budget avant les élections de l'automne prochain. Plusieurs questions pour toi, Jules, qui est un spécialiste de l'économie canadienne. En fait, des budgets, OK? Je calculais ça hier pour le plaisir. Là, Depuis quand est-ce que je m'intéresse un peu plus à ça? Puis, tu sais, depuis l'âge de... Je devrais dire 17 ans que je couvre, pas que je couvre, que j'écoute. OK? C'était au millénaire passé? Non, oui, au millénaire passé. Et donc, ça fait une cinquantaine d'années. Ouais. Qu'effectivement, je prends les deux budgets, que je les écoute à tout le moins, là, pour voir qu'est-ce qu'il y en a, ou que je lis là-dessus, pour voir ce qu'il y en a. Puis, c'est toujours la même affaire, dans un certain sens. Ben oui. Un budget, oui, c'est une action essentielle en démocratie, OK, pour qu'un gouvernement dise, au cours de l'an prochain, voilà ce que, au cours de l'année qui vient, voilà ce que j'entends faire avec ce que je viens chercher dans tes poches. Oui, c'est OK? leur imputabilité qui est en OK. jeu. Donc, il faut que cet exercice-là se fasse. Et comme citoyen, on se doit, oui, de l'écouter, même si on ne comprend pas tout. OK? Ouais. Et c'est ça, je pense, qui est important parce que ça nous indique qu'est-ce qu'on va faire. Non pas comment est-ce que je vais t'en enlever dans tes poches encore davantage cette année, mais vraiment à quoi va servir cet argent-là. C'est un exercice fondamental et on est toujours là. Ah, c'est quoi la trouvaille du siècle? Et dans la centaine que j'ai peut-être trouvée, que j'ai peut-être recherchée, il y a une trouvaille. Puis c'est pas parce que c'est un gouvernement du Parti québécois qui l'avait mis de l'avant, mais il y a une trouvaille que j'avais trouvée importante, c'était les crédits d'impôt qui avaient été octroyés pour l'investissement pour quand tu t'achetais des actions. Ce qu'a fait le Québec Inc., Oui. OK, quand Jacques Parizeau avait mis de l'avant cette mesure-là. C'était une mesure qui favorisait, oui, des entreprises d'ici, en pouvant acheter du capital action et d'avoir des crédits d'impôt reliés à cela. Ça permettait d'injecter dans l'économie tes économies pour pouvoir être et de bénéficier donc de restants. Et ça, c'est une des actions. Mais des trouvailles à caractère économique, on n'en a pas eu beaucoup. Bon, première question, dans les 50 dernières années, y a-t-il une fois où un parti d'opposition a fait « Hey, wow, bon budget! » Non. Ça me fait toujours rire, c'est ça. parce que... Bon, c'est... Ben, Ils sont jamais c'est pas- contents.
Mais non, c'est leur Là, job. Oui, c'est ça. C'est qu'on s'en vient à... c'est quoi? C'est quoi? On pratique la démocratie comme on ne veut pas que ça se pratique le hockey mineur. Oui, c'est-à-dire, exactement. c'est-à-dire oui. qu'on pratique la démocratie en s'opposant. Et c'est peut-être pas de même qu'effectivement la démocratie devrait s'exprimer, mais peut-être davantage en disant, bon, ben ouais, ça c'est une mesure intéressante, ça ne l'est pas pour telle et telle raison. Et, Faire la pédagogie de exact. du budget, Je pense que ça là-dessus, ça devrait, mais non pas... on a un problème de société globale tant et aussi longtemps qu'on comprendra la démocratie, non pas comme étant une recherche de consensus, mais davantage comment est-ce qu'une idée, par exemple, peut s'imposer au détriment de d'autres. C'est un peu là-dessus là, que... Ouais, je pense que les Amérindiens, les Amérindiens, avec leur formule de consensus, où on recherche le consensus, sont peut-être plus intéressants que nous. Civilisés. Non, c'est clair. Moi, je pense que toute l'idée, même des partis politiques, je remets ça en question, Oui. la discipline de parti, Oui, ça devient un peu absurde. Là. Ça nous rend d'ailleurs, pas je plus pense qu'on brillants. en est... Oui, puis on en est rendu à beaucoup de questionnements là-dessus. Et quand on voit les résultats électoraux, je pense que si on écoutait davantage et qu'on recherchait davantage dans les résultats électoraux la volonté des gens par rapport à comment est-ce qu'on devrait développer la démocratie ou comment est-ce qu'elle devrait s'exprimer, on aurait peut-être des réponses intéressantes. Clairement. Donc, 2 questions. Qu'as-tu pensé de ce budget et est-ce que c'est un bon budget pour les gens de la région? Oui, tu sais, je vais répondre que déjà, c'est un budget, OK, Ouais. dans un premier temps, qui nous indique que pendant toute l'année, de quelle façon on va dépenser notre argent. Je n'ai pas à dire que je n'ai pas d'idée. À l'effet, s'il est un bon ou un mauvais, tu comprends? Je ne suis pas capable de le qualifier dans ce sens-là. L'aspect, par exemple, qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il va y avoir des impacts au niveau... Oui, il va en avoir un dans ma poche directe, ça, on le sait, mais est-ce qu'il va en avoir au niveau régional? Est-ce qu'il y a des projets sociaux qui peuvent avancer davantage avec la présentation du budget qui est là? Il y a des sommes. Aujourd'hui, il y a 50 ans, on parlait de millions de dollars. Aujourd'hui, on parle ça en termes de milliards. Mon Dieu. Tu sais, c'est quand même de l'argent. On est bien rendu On est rendu vraiment avec de l'argent. C'est en termes de milliards que tu parles d'une mesure quand elle veut être mise de l'avant. Mais est-ce que ces mesures-là sont suffisantes pour amener des solutions à des problématiques que nous vivons ici? Il y a une de ces problématiques-là que je trouve un peu encore aberrante. On parle de téléphonie cellulaire et on parle de connexion Internet depuis que ça existe, la connexion Internet et les téléphonies cellulaires. Oui, mais c'est à cause parce qu'en de- milieu rural, Il y en a on est pas. mal desservi. Oui, Hey, mais- tu savais ça que dans le budget là, qui vient d'être voté, là, on vient de voter, on a fait comme à peu près 2 à 3 milliards de dollars pour faire en sorte que d'ici 2030, Tout le monde soit connecté? non seulement tout le monde soit connecté, mais qu'à tout le moins, Notre-Dame-de-Lorette pourrait espérer avoir une téléphonie cellulaire intéressante. Hey, tu t'en rends compte, c'est rire du monde, ça? Ben, c'est plus que rire du monde. Moi, je vais te dire bien plus que rire du monde. Pas la dernière élection provinciale, mais celle d'avant. Ah oui, Philippe hey, Couillard ils en ont- avait promis, dans les 4 prochaines années, 100 Tout le monde. du Québec allait être... Exact. Il s'est branché personne de plus pendant ces 4 C'est années-là. exactement C'est rire du monde. C'est Clairement. oui, c'est ça. Je comprends pas. D'ailleurs, je dois pas appeler, mais je dois faire une entrevue avec le député Richard Hébert cet après-midi là-dessus. Et ce que je me demande, c'est est-ce que je vais lui demander, je vais dire, écoutez, là, avec ce qui vient d'être voté hier, là, OK, puis par rapport à l'étude que vous avez déposée et réalisée pour démontrer l'importance d'avoir une téléphonie cellulaire et un réseau Internet efficace dans les municipalités rurales, est-ce que ce qui vient d'être voté va faire en sorte que Notre-Dame-de-Lorette va pouvoir avoir une téléphonie cellulaire cette année? Ouais. C'est ça que je veux demander. Fort probablement qu'il ne sera peut-être pas en mesure de pouvoir me répondre concrètement mais là-dessus, mais c'est ça qu'on veut savoir. On veut pas savoir que d'ici 2030, tout va être branché.
Parce que si c'est d'ici 2030, je veux dire, bon, peut-être qu'il n'y en aura plus de Notre-Dame de Lorette Peut-être. en 2030. Considères-tu que c'est un budget électoraliste? J'entendais, il y a des spécialistes qui disaient oui, d'autres disaient pas nécessairement. Autre chose par rapport aussi avec le déficit. Oui. De deux choses. Bon, le Canada est dans une position très enviable là, au niveau des. On est dans les pays où on a les plus bas déficits là, dans les pays du G20. Donc, ça se gère quand même bien. Donc, on est quand même à l'aise. D'un autre côté, normalement, quand c'est le plein emploi, c'est le moment pour le gouvernement un peu de resserrer la ceinture. Il faut investir davantage selon les théories économiques lorsqu'on est en récession ou quand ça va moins bien au niveau de l'économie. Là, ça va très bien. D'ailleurs, c'est là-dessus que les conservateurs ont frappé en premier, puis ils vont faire ça de toute façon jusqu'au mois d'octobre. Là, on les connaît. Là, Oui. c'est pas eux qui vont nous surprendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, est-ce que c'est un budget électoraliste? C'est un budget qui permet de faire en sorte que, oui, ce gouvernement-là a des idées pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure équité sociale et on peut avoir un développement économique qui se poursuit. OK? Ça, je dirais, c'est-tu électoral? Oui, c'est électoraliste, mais tous les budgets ressemblent à ces grandes idées-là. On parle aussi que le budget pourrait être fait pour davantage orienté sur la classe moyenne. Bon, OK? oui, Ce que l'on veut aller viser avec la classe moyenne, ce qu'on veut aller viser, c'est la clientèle habituellement qui va un peu plus vers les néo-démocrates. Hey, Alors, on a beaucoup dit ça, là, qui sont en train un peu, parce que les combats des néo-démocrates, c'est ça. Donc, le réinvestissement, le logement social, les aînés, l'accès à l'habitation. Et là, ils ont répondu pas mal à ça. Je pense qu'ils veulent jouer en fait, ils ont répondu pas mal à ça. Ils ont répondu, amener des idées pour ça. On va dire, on faisait la critique. Tu savais ça qu'un jeune, là, maintenant, qui va acheter sa première maison, là, s'il a dans son rire 35 000 $, il va pouvoir prendre 35 000 dans son rire. Il y en a combien de jeunes de 22 ans qui ont 35 000 $? Ben, c'est ça. Alors, tu comprends? Bon, c'est quand même une mesure qui est avancée pour des personnes riches. Mais non, oui, c'est ça. Tu peux l'utiliser. C'est ça, je dis que la classe moyenne, elle est pas mal élastique. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que oui, c'est un budget qui, en ce sens-là, a des valeurs et des vocations à caractère électoral. On le sait, on va être dans une année électorale. Mais ce n'est pas un budget bonbon. OK? Non, c'est exactement le terme que je voulais utiliser. Ce n'est pas, par ailleurs, un budget bonbon. Donc, c'est correct. Déficit. Il faut-tu parler de ça, le déficit? Ben, je sais pas, mais tu sais, à un moment donné, c'est le fun d'arriver dans la vie. Sais-tu qu'est-ce qui fait vivre l'économie? C'est beaucoup le secteur financier. Hein? Alors, plus que je paye l'intérêt, donc sur rien, un intérêt, c'est pas nécessairement très productif. Plus j'en paye, plus je permets d'avoir encore de l'argent dans le milieu qui me permet de pouvoir réinvestir et de réemprunter. Tu sais, la logique est là, la spirale est là. Et le système capitaliste actuellement, en est rendu là. Pour pouvoir se grossir, c'est les intérêts et non pas nécessairement la notion de profit qui entre en ligne de compte. Mais tu sais, ce que tu dis, là, pouvoir continuer à se grossir, pourquoi ils ne sont pas contents de ce qu'ils sont? Ils sont déjà plus riches que tout le monde sur la planète, le secteur financier. Le système, mais ils ne peuvent pas se contenter, à un moment donné? Oui, mais là, tu me rapportes à un comportement humain quelque chose qui ne l'est pas. L'économie, là, OK, ce n'est pas de se dire je me contente ou pas. L'économie, ça, c'est fait pour dire, écoute, j'ai 1, je veux avoir 2, donc je m'organise pour faire de la production et je le vends à 2,25. OK? Ça, c'est de l'économie. Pourquoi? Parce que le 25 sous va me permettre de procéder, de faire en sorte que l'année prochaine, le même bien que tu payes 2 $, tu vas le payer 2,50 $ parce que je vais avoir été capable de réinvestir une partie du 25 cents qui va améliorer mon produit. C'est comme ça. Ouais. Ça, c'est là. Disons, je n'ai pas à comprendre, à la minute où j'essaye de le personnifier par un comportement humain, moi, je trouve qu'on s'en va à côté de la traque. C'est plus sur le phénomène qu'il faut voir travailler. Là, je vais mettre un gros bémol là-dessus. Tu
faut arrêter de penser que l'économie est une science appliquée. L'économie est une science humaine. Oui. Donc, le facteur humain, il est hyper important et je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. Parce que là, en ce moment, je veux dire, mettons, un actionnaire, là, y a quelque chose de plus contre-productif que ça dans la vie? Ce gars-là est assis, il fait rien, il ramasse de l'argent. Faut qu'il y en ait eu. Faut qu'il y en ait eu. Et là, encore, on ramène sur le fait que la différence entre les riches et les pauvres, c'est un des facteurs problématiques, en fait, dans toutes les sociétés. Et ça réglerait beaucoup de problèmes. Diminuer, en fait, la richesse des riches pour qu'il y ait une meilleure répartition, en fait, de l'argent fait par les ressources, par les... Parce que là, on arrive à des tu solutions. dis- non, quand tu m'amènes ça, Ouais. OK, tu dis, on va prendre l'argent. Puis, écoute, en plutôt, d'abord, je suis encore avec toi. OK? Mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est qu'on n'est pas capable dans mon esprit à moi, pourquoi on n'est pas capable. Là, ce qu'on dit, il faut l'enlever aux riches pour donner davantage aux pauvres. Là, je fais un comportement humain quand je fais ça. Or, pour pouvoir être riche, moi, là, j'ai fait des sacrifices humains. J'ai, dans un premier temps, au lieu de prendre de l'argent puis de m'acheter 3 bonbons, je décidais de ne pas m'acheter de bonbons, prendre cet argent-là, le mettre à banque pour pouvoir avoir un État. Écoute, tu regardes tous les capitalistes, tous ceux qui ont réussi, à part Trump, c'est tout dans... C'est pas vrai. Je veux dire, les gens sont partis de rien. Là. L'American Dream, là, à part Rockefeller, là, il y en a très peu que ça se passe de même. La majorité des gens ont déjà des capitales, ont déjà aujourd'hui, de l'argent. mais au départ, oui. Ce que je veux t'indiquer, c'est que si tu l'enlèves à ce riche-là, OK, lui, il ne contribuera pas à faire augmenter sa richesse. Il ne contribue pas pareil parce qu'il envoie ses impôts dans les paradis fiscaux. Non, non, tu généralises, là. Tu généralises. Faut que tu fasses attention. Faut que tu fasses attention, parce que c'est quoi, ça? C'est même en plus, là, t'enlèverais 1% de l'argent des plus riches, ils ne s'en tireraient même pas et on réglerait tellement de problèmes dans la société. Pas sûr. Moi, je suis certain. Ouais, pas sûr. Les modèles économiques nous le démontrent assez bien. Ouais. Hey, Okay. avant qu'on va arrêter là-dessus, parce qu'avant qu'on va se battre, là. D'ailleurs, la prochaine émission sera faite dans une arène de lutte. Aujourd'hui, il y aura une décision importante, là. On ne connaît pas encore le. Ben, importante. C'est pas si important que ça, mais je veux avoir ton avis là-dessus. Parce qu'on sait que Catherine Fournier a quitté le Parti québécois. Oui. Ce qui fait que le Parti québécois a un député de moins que Québec solidaire. On sait qu'après les élections, à cause du pourcentage de vote, le Parti québécois avait été nommé deuxième groupe d'opposition. Mais là, ils ont un député de moins que Québec solidaire. Donc, Québec solidaire demande d'être le deuxième groupe d'opposition. Le PQ dit, ben non, c'est une entente qu'on a, on devrait la garder. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Et 2, est-ce que ça a réellement une importance d'être 2 ou 3e groupe d'opposition dans les faits? Là? Est-ce que ça change au niveau du budget de recherche, du temps de parole, etc.? Oui, c'est sûr. Oui. C'est donc, ça a évident une que incidence. ça a une incidence, effectivement, là-dessus. Ton budget de recherche, la 3e opposition ou ton budget de personnel politique pour pouvoir t'aider à faire ton travail est diminué. Là. Ça a ce type d'impact-là. Par rapport au débat là-dessus. public, politique qui existe, moi, j'en vois pas de différence. OK, tu es dans l'opposition. Oui. C'est beau? Oui. Tu es dans l'opposition et tu te devras de montrer patte blanche si tu veux obtenir pour tes commettants certaines sommes intéressantes pour faire avancer tel et tel projet. OK? Ça, là, ça va toujours exister, malheureusement, parce qu'on est basé sur quand je suis au pouvoir, c'est moi qui décide de ce que je vais faire avec l'argent, le budget. OK? Ça, on est amanché comme ça. Est-ce que le fait d'être la 2e ou la 3e opposition, donc, outre la question budgétaire, ça va, outre la question des budget de recherche, temps de parole, les budgets et le temps de parole, effectivement, ça n'amènera pas, ça n'amène pas, dans mon esprit à moi, un changement au niveau du comportement de ce que doit être une opposition. Par contre, ce que l'on observe depuis le gouvernement de la CAQ, c'est que le gouvernement de la CAQ, pour pouvoir mettre de l'avant certaines solutions à des problématiques, pige dans les partis, dans les autres partis qui sont à la Chambre. Dans leurs idées? Des idées. Les libéraux ont fait ça pendant 50 ans. Oui, mais là, la CAQ aussi le maintient. Or, ça fait en sorte que, oui, le Parti québécois s'est retrouvé et se retrouve encore à se dire, tu sais, ce que la CAQ prend là comme décision,
C'est pas pire. On le préconisait nous autres aussi. Elle est en opposition, sais-tu qu'est-ce qu'elle devient plus ce que le système dit qu'elle doit devenir, mais elle devient ce qu'une vraie opposition, dans notre esprit de ce qu'on a discuté tout à l'heure, devrait se faire, c'est-à-dire des recherches de consensus. Si tu as une bonne idée et puis que ton idée va faire avancer la société, let's go, gang! Puis l'applaudir? Ben oui, on peut-tu dire oui, on peut dire... Alors, tu comprends, là, je pense qu'on en est rendu, là, tout à l'heure, on en est rendu à peut-être des changements au niveau des comportements politiques et la question de l'opposition peut être remise de l'avant. Ce qui veut dire, par exemple, que ceci n'empêche pas les députés, qui soient de Québec solidaire, du Parti québécois, du Parti libéral et de la CAQ, de jouer leur rôle quand c'est le temps d'être en commission parlementaire, quand c'est le temps d'être au Parlement pour discuter sur des projets de loi. C'est-à-dire, oui, nous sommes d'accord avec cet élément-là. Par contre, vous avez oublié de mettre tel élément dans la... Ça, là, c'est faire un débat intéressant. Et on en est peut-être rendu là. Alors, c'est pour ça que moi, la question au deuxième ou troisième groupe d'opposition, et le premier aussi, là. Je veux dire, le premier, là, s'il y en a un ou deux là, qui partent là, dans les libéraux, c'est vrai, ils sont une trentaine. Là, ça va, avant qu'ils réussissent à être deuxième ou troisième, ça va en prendre. Non, mais tu as raison, tu sais, à quelque part, à deux ou troisième groupe d'opposition, à quelque part, ça revient à dire quelle couleur de cravate que tu as, là. Tandis que techniquement, en commission parlementaire, dans les débats, dans la recherche, dans l'avancée de la société, on devrait avoir un débat sain, collectif, et non pas se contenter juste d'être contre quand on est dans l'opposition. Ça, moi, ça me purge. Et on est peut-être rendu là. Amener des solutions, passer de l'imputabilité à un mode de solution d'implication pour changer les choses. Moi, je pense que si la démocratie s'exprimait de cette façon-là, ce serait intéressant parce que, et peut-être que nous serions plus à écouter et à voir et à entendre ce qui se dit pour pouvoir être en mesure de faire avancer les choses. Et parce que là, on le sait, regarde, les conservateurs sont encore contre le budget. Ben oui. Peut-être que nous aurions un autre élément de solution. Ils peuvent peut-être être contre le budget, puis être pour de sauver les scandales là, avec SNC-Lavalin. Hey, merci, Jules. C'était toujours agréable. C'est le fun quand on n'est pas d'accord. Ça amène de la couleur à l'émission. Mais souvent, il faut savoir qu'on est d'accord. Hein? C'est juste qu'on amène des arguments contraires, juste un peu pour stimuler le débat. Si vous avez quelque chose à nous dire, une opinion, vous voulez nous transmettre, gênez-vous pas, ça me fait plaisir de vous entendre. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!